Je suis Gérald Assouline, je suis un des cofondateurs du réseau Astra, Agriculture sociale et thérapeutique en Rhône-Alpes, et j'en assume la coordination technique. Voilà. Donc j'ai participé, je pense, avec ma voisine, à l'atelier Europe. Alors, je me suis dit, mais bon, c'est pas simple de rapporter sur cet atelier, mais je pense que mon voisin, ce sera pareil. Alors, pourquoi c'est pas simple? Parce qu'en fait, et c'est une attitude logique, ça veut dire que les personnes qui étaient présentes au nom de leur structure, de leur projet, de leur initiative, ont raconté ce qu'ils faisaient. Voilà. Et donc, l'idée de se projeter vers, imaginons, des voies nouvelles pour l'entreprise solidaire, c'était en creux, j'allais dire, dans ce moment de présentation. Donc, il y avait... J'énumère quand même les 6 projets qui ont été présentés. Le projet Travailler, apprendre ensemble d'ATD Carmonde. La personne de Flandre a plutôt présenté les dispositifs publics d'accès au travail. Il y avait le groupe Terre de Wallonie. Il y avait coopérative italienne du Val d'Aoste. Il y avait une ferme sociale en agribio du Bade-Württemberg. Et pour finir, il y avait coopérative sociale en Catalogne en agriculture. Voilà. Alors, du coup, face à cette mosaïque de projets, d'initiatives, comment on peut tirer en quelque sorte des leçons sur les ingrédients finalement qui semblent porteurs d'avenir. Alors, le contexte général, c'est que dans tous les pays, il y a un retrait de l'État pour des raisons quasi identiques, et donc une pression pour que tous ces projets ou initiatives s'autonomisent, deviennent moins dépendants des subventions de l'État, etc. Bon, ça c'est le contexte, personne n'est surpris par ces quelques éléments du contexte. Alors ensuite, pour essayer de faire ce petit moment de synthèse, je me suis dit finalement, qu'est-ce qui revient le plus souvent et qui a l'air de fonctionner? Alors, la première chose, c'est la forme organisationnelle. Donc, il y avait 6 cas. Hein. Enfin, le cas flamand était un peu différent parce que c'était une présentation des dispositifs publics et pas une présentation d'un projet ou d'une initiative. Donc, il faut se décaler par rapport à l'observation du cas flamand. Mais, en tout cas, en Italie et en Catalogne, nous avons eu présentation de 2 coopératives. Coopératives à vocation sociale, à vocation insertion. En Wallonie, en France, pour ATD Carmonde, et dans le Bade-Württemberg, j'ai compris que c'était plutôt la forme associative qui était privilégiée. Si je me suis trompé, vous me corrigez juste après. Le mot-clé qui revient, c'est le travailler ensemble. C'est le travailler avec plutôt que le travailler pour. Autrement dit, personne en difficulté et personne sans difficulté évidente travaillent dans un collectif ensemble. Ça, c'est une dimension qui est ressortie pour ATD Carmonde, pour la coopérative catalane, pour la ferme sociale allemande, avec l'idée de à chacun, selon ses possibilités, dans l'implication au travail. Autre élément qui m'apparaît intéressant à réfléchir, c'est l'agriculture comme support. L'agriculture comme support à l'intégration sociale, à l'intégration éducative, à une façon ou d'une autre des parcours de formation professionnelle dans le Bade-Württemberg et en Catalogne. Quasiment toutes les structures se posent la question de la diversification de leurs activités. Ne pas être sur une activité, mais être sur plusieurs activités.
qui permettent à la fois de limiter les risques économiques et qui permettent aussi, d'une façon ou d'une autre, une plus grande marge de manœuvre quant à l'implication des travailleurs dans l'activité. Enfin, le dernier point sur lequel je voudrais terminer, parce qu'il faut que je sois bref, c'est dans plusieurs cas la gestion participative, cette dimension de gestion participative, d'implication des travailleurs, quels qu'ils soient, en difficulté ou pas en difficulté, dans la gestion de l'entreprise, et quel que soit finalement son statut juridique. C'est notamment, alors ont insisté sur cette dimension de gestion participative, le groupe Terre de Wallonie et la coopérative Olivera de Catalogne. Mais je pense que dans d'autres, sur ATD Carmonde, moi j'ai ressenti aussi cette préoccupation. Voilà, donc j'insiste sur les formes organisationnelles, plutôt coopératives ou associatives, sur le travail ensemble, sur l'agriculture comme support, sur la diversité des activités au sein d'une même entité et sur la nécessaire implication de tous les acteurs du projet dans sa gestion. Voilà. Si je me suis... Merci beaucoup, parce que l'exercice n'était pas facile. Oui, donc Philippe Savoie, donc je suis membre de Solidaction et citoyen du monde. Je vais essayer de dégager quelques éléments, sachant que je ne vais pas reprendre d'une manière chronologique ce qui s'est dit, parce que ça me semble pas la démarche la plus intéressante. En introduction, je veux dire qu'est évoqué que c'était peut-être pas une notion de crise aujourd'hui qu'il fallait mettre en avant, même si au niveau des médias c'est récurrent. On est quand même sur un changement bien plus profond au niveau de la société. On est sur une mutation de société, on est sur un changement radical au niveau de la société qui effectivement va se construire effectivement dans le temps. Et cette approche-là, je l'ai entendue, je l'ai perçue dans d'autres colloques qui abordaient des thématiques complètement différentes. Deuxième élément d'introduction, je trouve que c'était un peu en filigrane dans tout l'atelier, c'était l'importance de changer dans les représentations que l'on pouvait avoir dans nos têtes. C'est-à-dire qu'on est sur un modèle de société, on est sur un modèle de fonctionnement, on est sur une représentation de l'entreprise, de la collectivité locale, de l'association, des professions, donc un peu à tous les niveaux. On est sur des schémas relativement anciens, et si on veut avancer, il faut remettre en question donc ces schémas-là. L'entreprise, c'est quoi? L'association, c'est quoi? Les pouvoirs publics, c'est quoi? Et puis, également, dans ce même travail qu'on a à faire les uns les autres, aussi bien niveau individuel que collectif, c'est également remettre en question ses propres acquis liés à son histoire, à son expérience. Il faut arriver à sortir un peu des schémas pour avancer réellement, essayer de construire un petit peu autre chose. Alors, parlons de l'entreprise plus directement. C'est d'ailleurs assez amusant parce qu'on a commencé à parler du statut juridique et immédiatement on a dit « Ah, c'est pas la bonne porte d'entrée, le statut juridique de l'entreprise, effectivement, à concevoir. L'importance, ce sont de caractéristiques qui ont pu être évoquées, c'est le travail en lien, le sens que l'on pouvait donner dans le cadre du travail, c'est les relations qui pouvaient exister dans le cadre du travail, c'est la qualité, pour reprendre l'expression, du pacte entre les associés qui prime sur effectivement le statut juridique, même s'il n'est pas neutre, ce n'est pas l'élément premier. À partir de là, se sont posées un petit peu des questions. J'essaie de reprendre sur toutes mes feuilles, là, donc c'est pas simple. Il est apparu important que si l'on voulait réellement avancer, il fallait avancer en réseau. Et le réseau, ça signifiait que d'une manière ou d'une autre, il y ait des liens entre pouvoir public, entreprise, société civile, donc dans la diversité effectivement des structures qui ont chacune une histoire, un fonctionnement, un cadre, une logique différente, et qu'il fallait être dans une logique de projet, à travailler dans le temps, de façon à faire naître en même temps trois éléments, la compétence, la confiance et la relation,
qui étaient un peu des conditions sine qua non si on voulait travailler en réseau. Et c'était bien ce travail en réseau qui nous permettait réellement d'avancer. Ce travail en réseau ne se conçoit pas de n'importe quelle manière. Il se conçoit tout d'abord sur un territoire. Ce territoire, on l'a évoqué, hein, la notion d'économie locale qui permet effectivement de créer des emplois localement avec une incidence sur la vie sur un certain territoire. Et on le voit bien au niveau du Grésivaudan, hein, il n'y a peut-être plus beaucoup d'habitants du Grésivaudan en l'état actuel, mais dans la salle, mais on voit bien c'est une des problématiques permanentes de voir comment il peut y avoir des structures bien inscrites localement qui réunissent l'ensemble des partenaires. À partir de là, on s'est dit il faut innover. Alors innover, ça veut dire se situer quand même par rapport à un cadre qui est, pour reprendre l'expression, mortifère, avec normes et procédures permanents, avec une décentralisation qui est intéressante dans la mesure où elle rapproche un pouvoir au niveau du local, mais d'une très très grande complexité et qui bien souvent se situe au niveau de strates qui s'accumulent les unes aux autres, avec des enjeux des partenaires qui peuvent être un peu différents, avec une relation souvent, en tout cas, entre l'économie sociale et solidaire et les pouvoirs publics qui est plus de l'ordre de l'injonction que de la concertation. Mais c'était bien à partir donc de ce travail territorial en réseau qu'on pouvait réellement avancer. Nous avons aussi abordé la présence des bénévoles, puisque dans bon nombre de structures, notamment associatives ou d'économie sociale et solidaire, l'une des richesses, c'est la synergie qui peut être créée entre bénévoles et salariés, qui amène une intelligence collective, sachant que la légitimité, elle existe de chaque côté, mais elle n'est pas la même. La notion d'engagement n'est pas la même, mais que l'un des constats qui est fait, c'est que, notamment dans l'insertion par l'économique, plus on se professionnalise, moins la place des bénévoles est évidente et qu'il y a lieu de réfléchir un peu sur l'articulation entre les uns et les autres. C'est une richesse, mais elle n'est pas acquise d'emblée. Et puis d'autres aspects, je dirais d'ordre presque plus technique, hein, mais essentiels sur certains points. Par exemple, la notion de capital, faire que le capital d'entreprise ne sorte pas des salariés, que les salariés, c'est-à-dire les porteurs de projets, aient une maîtrise de ce capital et éviter des dérives comme on le voit le plus souvent effectivement dans le secteur économique. On évoquait Solidra qui, comme terre de liens, effectivement, capitalise des sommes par des donations ou des prêts donc d'un grand nombre de personnes, mais l'activité professionnelle en elle-même étant maîtrisée par ceux qui la vivent au quotidien. Ou d'évolution de règles de travail. On prenait l'exemple, c'est que dans une coopérative, par exemple, si à un moment donné il y a besoin d'un coup de bourre, donc dans un cadre précis effectivement, où la place de l'individu est pleinement reconnue, et bien qu'il y ait une journée de 12 heures de travail n'est pas choquant. Dès l'instant, on le resitue bien dans un cadre, c'est à un moment donné par rapport à un projet qui est porté par l'ensemble. Et puis nous avons aussi abordé, un peu le dernier point, enfin on l'a abordé par 3 fois, c'est pour dire que c'est revenu de manière récurrent pendant l'échange, c'est sur la place des jeunes. Jeunes qui, parfois on dit effectivement, ne participent plus au bénévolat, ce qui est souvent assez inexact. Ils ont des formes d'investissement assez différentes de celles que nous, on peut avoir en tant que vieux briscards du bénévolat, et qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans le secteur de l'entreprise, ils n'ont pas la même relation au pouvoir, ils s'investissent d'une manière différente, et qu'il y avait un lien à trouver entre des données un peu nouvelles comme l'impermanence du travail, la flexibilité, et puis, d'un autre côté, la mobilisation personnelle, la création des alliances, la création de réseaux, tout en sachant que souvent les jeunes, effectivement, créent un lien rapide, mais qui avaient sans doute besoin donc d'un travail un peu plus en profondeur pour que la relation soit plus durable dans le temps. Et puis, en guise de conclusion, je reprendrai le propos d'un intervenant, où en même temps il faut passer de la logique de contrôle à la logique de confiance et de réseau, mais je viens d'évoquer ce point-là, en disant mais toute cette question qu'on aborde, c'est comme une question éminemment politique,
et que dans un environnement mondial guerre porteur, il était important aussi que nous, localement, chacun d'entre nous dans les réseaux auxquels on peut être, on essaye effectivement de s'inscrire dans une réflexion ou comment envisager, hors cadre réglementaire classique et figé d'aujourd'hui, des projets à partir de valeurs où l'homme reste le point central effectivement du montage économique. Bien, il paraît que je suis chargée de faire la conclusion à l'heure qu'il est et après tout ce... Ça marche, vous m'entendez? À l'heure qu'il est, après tout ce que vous avez entendu, tout a été dit, y compris ces 2 dernières interventions. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire. Je vais essayer de ramasser ce qui me paraît les points importants. Mais je vais, voilà, ça va être un peu comme ça, comme un plan détaillé. Je ne vais pas entrer dans le détail, je ne vais pas argumenter. Je vais essayer de ramasser un petit peu et de ne pas prolonger trop longtemps. Voilà. Alors, en première partie, d'abord, je voulais mettre l'accent sur ce qui apparaît un consensus qui s'est dégagé de toutes les interventions et qu'on pressentait déjà, bien évidemment, en donnant le titre à cette journée. Le consensus, c'est qu'il faut changer quelque chose. Donc ça, je crois que tout le monde l'a dit. Jean-Guy a dit un immense basculement qui est devant nous. François Soulage, la pauvreté est pas acceptable au niveau où elle est. Elena Lassida, c'est le moment favorable. La mutation économique, la crise, la mondialisation doivent être saisies comme des opportunités. Et puis, il faut changer aussi parce que le constat fait par tous les acteurs professionnels, c'est que l'insertion par l'activité économique est aujourd'hui dans une impasse. Je ne fais pas dans le détail, hein, c'est peut-être pas si vrai, pas si entier que ça, mais voilà. Donc, premier consensus, le contexte, les opportunités, les impasses, il faut changer. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il faut changer? Je ne vais pas revenir sur beaucoup de choses qui ont été dites à l'instant encore par Philippe, mais je voudrais simplement dire une chose, c'est que dans cette mutation économique, puisqu'on est bien d'accord tous de ne plus parler de crise, il y a un truc qui me paraît important, c'est que, en fait, c'est la place du travail qui a changé. C'est-à-dire le travail est devenu une marchandise. C'est terrible de dire ça, mais c'est devenu une variable d'ajustement de l'économie. On le constate tous les jours. Hein. Ça n'est plus ce lien social, ça n'est plus tout ce qu'on a pu dire. C'est devenu une marchandise et c'est la contre qu'il faut lutter, d'abord, avant tout, hein, pour redonner au travail refaire du travail le lieu du lien social et de la dignité, comme beaucoup ont dit. Et le fait que le travail est devenu une marchandise explique tous les phénomènes de flexibilité, de précarisation, d'insécurité, et ça explique que les publics de nos structures ont changé et changent constamment. Parce qu'avec cette précarisation structurelle, malheureusement, de l'économie actuelle, on n'est plus dans la problématique d'il y a 30 ans de l'exclu, excusez-moi de ce terme que je voudrais éliminer, l'exclu du travail par manque de formation, par handicap personnel, par histoire cassée, etc. À cette figure-là se rajoute l'ensemble des gens précarisés par le nouveau fonctionnement de l'économie. La figure du pauvre et du précaire se mélange, se combine. Hein. Et c'est pour ça que les publics des structures changent aussi, avec la nécessité de prendre en compte ce changement, mais la nécessité aussi de veiller à ce que cette complexité, cette hétérogénéité des publics n'entraîne pas des mesures en défaveur de ceux qui sont les plus en difficulté. C'est ce qui a été dit aussi à plusieurs reprises. Et puis les impasses de l'insertion par l'économique, j'en citerai 4 comme ça. Ce sont des dispositifs trop ciblés qui segmentent trop les publics. Ça va à l'encontre de ce que je viens de dire. Hein. Donc ils ne sont plus adaptés. Hein. Ce sont des dispositifs trop enfermants, parce qu'aujourd'hui, pas seulement dans l'insertion, mais dans la société, dans le monde du travail tout entier, il y a comme un plafond de verre entre le travail précaire et le travail stable. On n'arrive plus à passer d'un monde à l'autre, hein, et finalement, on tourne en rond dans les structures précaires et dans les structures d'insertion. Donc, c'est trop enfermant. Troisièmement,
c'est du temporaire, et cette théorie du SAS qui était bâtie sur l'idée qu'il y a une transition vers le travail stable, cette idée du SAS, elle n'est absolument plus tenable, elle n'est absolument plus en accord avec le fonctionnement du marché du travail. Il faut penser autrement le rôle de ces structures, et autrement que dans une transition limitée dans le temps. Hein. Et puis finalement, les structures sont fragilisées par le contexte des restrictions budgétaires. Voilà, je vais vraiment très très vite, je vous l'ai dit, mais voilà. Toutes ces raisons font qu'aujourd'hui, voilà, on est tous d'accord pour dire qu'il faut changer quelque chose. Alors il faut changer quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, je pense qu'il faut, ce sera ma deuxième partie, retrouver peut-être, non pas refaire ce qu'on a fait il y a 30 ans ou 25 ans, mais retrouver l'intuition qui était celle d'il y a 30 ans, 25 ans, c'est-à-dire reprendre l'initiative en amont des politiques publiques. Alors là, je m'explique un petit peu. L'insertion, elle est née d'un certain nombre d'initiatives de terrain, d'initiatives d'acteurs, d'initiatives privées. Je ne veux pas refaire son histoire, je n'ai pas le temps, mais elle est née de ça. Et puis, au fur et à mesure que la situation économique s'est dégradée, au fur et à mesure que le chômage s'est développé, un certain nombre de politiques publiques ont été mises en place, des lois ont été énoncées, le RMI, la loi quinquennale, la loi de 91, la loi de 98, la loi de 2004, j'en passe, je n'explique pas. Et toutes, elles ont à la fois reconnu le service rendu par l'insertion par l'économique, elles l'ont légitimé, elles l'ont financé, pas toujours bien, mais quand même, hein, mais en même temps, elles l'ont asservi à leurs objectifs de politique publique. Hein. On voit bien avec la définition des publics, avec les agréments, avec les conditions, les objectifs de retour à l'emploi, etc. Vous connaissez ça par cœur. Donc c'est devenu essentiellement un outil des politiques publiques. Alors il ne faut pas se priver des politiques publiques, on en a besoin, Jean-Guy l'a dit ce matin d'ailleurs, ni des financements publics, mais je pense qu'il faut peut-être retrouver cette idée que ce sont les acteurs de terrain qui doivent reprendre la main, qu'il faut retrouver le sens de l'initiative, c'est-à-dire d'un engagement dans des projets, d'une ouverture des partenariats, d'une mobilisation de toute la société, on l'a dit aussi. Et il faut sortir de cette position que les politiques de l'emploi ont assignée à l'insertion, qui est une position d'un maillon dans une chaîne d'intermédiation vers l'emploi. Il faut sortir de cette position-là, d'être dans l'intermédiation, et il faut élargir les finalités, à mon avis, de 3 manières. D'abord, ne plus être un service à part ciblé sur des publics spécifiques. Hein. Ah, c'est les publics de l'insertion. Mais il faut être un offreur de services sur un territoire, avec éventuellement un élargissement des publics. Se considérer comme un offreur de services sur un territoire et non pas comme un service social à destination du public spécifique un peu enfermé dans leur structure. Deuxièmement, il ne faut plus se présenter comme un acteur de l'insertion, mais comme un développeur local ou un partenaire pour le développement local. Et troisièmement, il ne faut plus qu'on nous considère comme un coût, mais comme un investissement. Voilà, je crois, les trois renversements à opérer. Bon, je passe sur les détails. Alors, comment faire? Je pense qu'il y a 4 axes de renouvellement à envisager qui sont présents dans tout ce qu'on nous a dit. Ce n'est pas des choses nouvelles, hein. Vous le faites, mais je pense que c'est ça les coins qu'il faut enfoncer aujourd'hui. Premier axe, sortir du ciblage, du ghetto, du SAS. Hein. J'ai été très frappée aussi dans les expériences étrangères qui nous ont été présentées, comme dans la plupart des expériences étrangères, en Espagne, en Italie, en Belgique, il n'y a pas de mise à part des populations en difficulté. Il y a un mélange dans des structures qui sont plus ou moins adaptées, plus ou moins financées, évidemment, qui sont subventionnées, mais il y a un mélange de différents types de salariés. On peut passer d'un statut à un autre, d'ailleurs. Hein, et je ne sais pas pourquoi, il faudrait analyser tout ce qui s'est passé depuis 30 ans. Je ne sais pas pourquoi en France, on a construit et on a, comment dirais-je, enquisté des systèmes d'insertion où les gens sont mis à part des autres salariés. Et c'est des systèmes enquistés, hein, qui n'arrivent plus à s'ouvrir sur le reste. Pourquoi dans les autres pays, on arrive à mélanger les salariés? Je crois que là, c'est les politiques ciblées, le ciblage des publics, solidariser les publics les uns avec les autres. Dans une entreprise, dans un territoire, solidariser les groupes, les publics les uns avec les autres, ouvrir à un ensemble de personnes touchées par la précarité. C'est le premier axe. Le deuxième axe, bon, il est évident, c'était le thème même de la journée, renforcer le lien à l'entreprise. C'est-à-dire, donc, pour ne plus être dans cette position, pour ne plus être enfermé dans cette position d'intermédiaire, recréer un rapport direct aux acteurs économiques et un rapport direct soi-même à l'acte économique. Alors, je pense qu'il y a 2 perspectives. La première perspective, j'allais dire, bon, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est importer les acquis de l'insertion. Les acquis de l'insertion, c'est on s'est accompagné,
on sait former, on sait faire un certain nombre de choses, importer les acquis de l'insertion au sein de l'entreprise. Essayer de faire des choses au sein de l'entreprise, de la formation en alternance au sein de l'entreprise, de l'immersion au sein de l'entreprise, des postes accompagnés par des spécialistes de l'insertion au sein de l'entreprise. C'est une première piste. Hein. Bon. Deuxièmement, c'est évidemment créer des liens d'alliance et de coopération avec les entreprises du territoire, en mutualisant des ressources, en mutualisant des emplois, en créant des lieux de concertation, les clubs d'entreprise, vous en faites, en décloisonnant, en faisant de l'interconnexion et toutes choses que Philippe aussi a dites. Ça, c'est en gros le premier axe avec les entreprises existantes. Le deuxième axe, c'est évidemment voir si on ne peut pas soi-même être créateur de nouvelles activités en créant de l'emploi pérenne sur ces nouvelles activités. C'est la création de nouveaux modèles économiques, c'est miser sur la détection de besoins nouveaux. J'ai cherché d'autres financements. Je dois dire, et c'est important de s'en rendre compte quand même, que on n'est pas les seuls à se poser ces questions, en tout cas dans le secteur de l'insertion. Je crois qu'aujourd'hui, l'ensemble des grands réseaux d'insertion par l'économique cherchent dans le même sens. Alors avec des mots différents, avec des réalités qui ne sont pas tout à fait les mêmes, parce qu'aussi les publics ne sont pas tout à fait les mêmes. Hein. Mais je vois à la FNARS, par exemple, ils réfléchissent à un label d'entreprise locale d'utilité sociale. Le CORAS réfléchit à la création de firmes sociales. Tout ça, ça va un petit peu dans ce sens-là. Hein. Des entreprises nouvelles avec de l'emploi pérenne. Troisième axe, pour refonder, miser sur la durée. Miser sur la durée, c'est la base du programme EPIDA. Cesser de répondre à la précarité par des réponses précaires. On veut insérer des personnes qui sont en situation de précarité en leur donnant des statuts précaires qui s'arrêtent au bout d'un an, au bout de 18 mois, au bout de 2 ans. C'est vrai que c'est d'un illogisme total. Donc, essayer de faire autre chose. Alors, prendre le temps des parcours, allonger les durées de contrats d'insertion, faire des expérimentations d'augmentation progressive du temps de travail, créer ce qu'on pourrait appeler des parcours insérants. Mais ce n'est pas seulement allonger la durée. C'est peut-être aussi, si cette durée s'allonge, c'est peut-être aussi enrichir les parcours. Enrichir les parcours, c'est développer de la polycompétence. On l'a vu avec le film, là où il disait que dans les jardins, il faisait aussi des choses sur les chantiers de valoristes pour qu'il y ait de la polycompétence. Hein. Et puis on a parlé de pluriactivité. C'est promouvoir des emplois de qualité, c'est faire des formations, négocier avec des organismes de formation de branche pour faire des formations sectorielles. Je connais aussi des structures d'insertion qui ont fait ça. Bon, il y a toute une série de choses auxquelles on peut réfléchir, qui sont difficiles à mettre en place, mais l'idée, il ne s'agit pas seulement d'allonger les parcours, il faut enrichir les parcours aussi. Voilà. Deuxième, et enrichir les parcours, et troisièmement, donc, allonger les parcours, enrichir les parcours, et troisièmement, sécuriser les parcours. Il y a toute une discussion aujourd'hui, vous la connaissez, on ne va pas la voir en détail, sur ce qu'on appelle la sécurisation des parcours professionnels. Ce n'est pas spécialement pour l'insertion, c'est pour l'ensemble des parcours. Mais je crois que l'insertion, il faut qu'elle rentre aussi dans cette thématique, dans cette problématique, réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire sécurisation des parcours professionnels et comment on peut sécuriser des parcours en travaillant à la fois au niveau des entreprises, en travaillant sur les pratiques d'embauche, en travaillant sur, on en a parlé ce matin, il paraît que ça se fait dans le Grésivaudan, la gestion prévisionnelle des emplois à un niveau inter-entreprise, la gestion territoriale des emplois et des compétences, l'ajustement de l'offre et de la demande, développer l'accompagnement dans l'entreprise, hein, et puis armer les personnes individuellement pour une meilleure sécurisation des parcours, utiliser les transitions pour de la formation par exemple, et surtout réfléchir à comment lisser les sources de revenus au sein d'un parcours qui peut être chaotique. Et là, ça pose la question d'inventer de nouveaux statuts pour les personnes, des statuts qui soient dans la durée, et on puisse articuler des temps en entreprise, des temps de formation, des temps de recherche d'emploi, des temps d'activité autres pour le développement de la personne, etc. Jean Boissonnat avait parlé de ça il y a déjà très longtemps, mais c'était complètement tombé dans l'oubli. Hein. Il parlait de contrats sur 5 ans qui mixent comme ça des périodes. Là encore, nos autres partenaires d'insertion réfléchissent. La FNARS parle d'un droit à l'activité opposable qui mélange justement ces différents temps. Le CORAS parle d'un contrat universel d'activité. Voilà. Je pense que chacun cherche dans sa ligne, mais on est vraiment sur des préoccupations qui se rejoignent. Et le dernier axe, on vient d'en parler, je ne vais pas insister, mais miser sur le territoire. On pourrait développer la notion de territoire insérant. Qu'est-ce que ça pourrait être un territoire insérant? Un territoire insérant où on arrive à créer des collectifs d'acteurs qui deviennent
des pôles de coopération. Il y a des pôles de compétitivité, on pourrait faire des pôles de coopération hein, où on essaye de réfléchir quelles sont les opportunités de création d'emplois diversifiés qui puissent accueillir tout le monde, comment on peut avoir un travail de co-construction, le mot a été prononcé aussi ce matin, je ne sais plus par qui, peut-être par Jean-Guy aussi, un travail de co-construction. Et finalement, je dirais, si les politiques d'insertion ont été accrochées pendant 20 ans aux politiques de lutte contre le chômage, aujourd'hui, il faudrait accrocher les politiques d'insertion aux politiques de développement territorial. Voilà, il faut changer de taquet, il faut, bon, je ne dis pas qu'il faut tout balayer, mais ne plus se considérer comme un outil de lutte contre le chômage, mais se considérer comme un outil de développement territorial, y compris au niveau de la recherche de financement. Il y a aujourd'hui des financements pour le développement local, pour le développement durable, pour un certain nombre de choses, et il faut se positionner comme un outil de développement local. Bon, voilà les quelques idées que je voulais retenir et vous partager. Et je crois que la journée n'est pas une fin en soi, qu'elle doit se poursuivre pour creuser peut-être certaines de ces pistes. Et je vais laisser à Françoise le soin de dire comment elle va se poursuivre. Merci Elisabeth, toujours impressionnant ta capacité de synthèse. Juste effectivement, il y a des personnes qui sont inscrites, mais dans le cadre d'EPIDA, nous allons continuer sur les territoires où les chantiers sont implantés à réfléchir localement sur toutes ces pistes. Donc il y a des gens inscrits et on le fera de toute façon dans le cadre de l'expérimentation. Donc en fait Solidaction, c'est la 3e journée qu'on co-organise. On avait déjà fait, avant qu'on ouvre, on avait fait lieu de vie, lieu de travail. On avait fait après quel emploi pour les plus démunis. Et puis aujourd'hui, cette journée. Ces journées, ces journées de réflexion, elles sont extrêmement importantes pour Solidaction. Et puis alors là, aujourd'hui, elles sont importantes aussi pour les 11 autres structures d'EPIDA, puisqu'il faut aujourd'hui qu'on prépare l'après-EPIDA. C'est dans 2 ans. Donc c'est vraiment demain. Et le préparer l'après-EPIDA, c'est déjà aujourd'hui. Nous, on travaille activement aujourd'hui à ce qu'on va faire dans 2 ans. Parce qu'un projet, ça ne se bâtit pas en 2 mois, ça se bâtit au moins en 2 ans. Donc on va mouliner un peu tout ce qui s'est dit, toutes les pistes, toutes les idées qu'il y a, pour qu'on voie après avec les différents réseaux un peu qu'est-ce qu'on va proposer au ministère, parce qu'il va bien falloir qu'on n'attende pas 2 ans pour proposer quelque chose. On est un peu tous d'accord, avec Françoise on en a beaucoup parlé, c'est maintenant qu'il faut qu'on propose des choses et qu'on essaye de voir qu'est-ce qu'on va, parce que on va peut-être pas avoir l'ambition que des lois se votent après EPIDA, mais au moins qu'on nous laisse expérimenter un certain nombre de choses. Voilà. Voilà. Et puis donc la dernière chose, c'est que je voulais remercier tous les messages d'amitié et de sympathie pour l'action qu'on mène, parce que c'est vrai que ça a été entre François Brotte et puis tous les gens qui sont venus me voir pendant cette journée, donc j'étais quand même très touché de tous ces petits messages d'amitié. Je voudrais que l'équipe de Solidaction vienne, tout le monde, même Kuba. Peut nous faire des photos. Alors, compte tenu de l'enjeu de cette journée, on s'est quand même fortement mobilisé pour son organisation. Toute l'équipe a beaucoup travaillé, donc on va les remercier. Et puis, on va particulièrement remercier Charlotte et Edith, qui ont été les 2 organisatrices de cette journée. Et je finirai juste par dire que, comme là c'est la 3e journée qu'on organise, cette manifestation, il y a une nouvelle race de gens qui nous soutiennent, qui sont présents aujourd'hui dans cette salle, c'est les entreprises. Parce que les 2 autres rencontres, il n'y avait pas d'entreprise. Donc en fait, c'est qu'on est, je pense qu'on avance bien, quoi. Voilà.